On était à la fois angoissés et très curieux de voir ce qui allait se passer. Le 16 juillet 1969, propulsé par des moteurs d'une poussée de plus de 150 millions de chevaux-vapeur, l'une des plus puissantes fusées du monde décolle en Floride. On savait que ça fonctionnerait, on en était sûr. Mon père avait travaillé sur cette fusée, donc ça devait marcher. Bien sûr, ça aurait pu rater, mais ça n'a pas été le cas. 4 jours plus tard, plus d'un demi-milliard de personnes assistent en direct au premier pas de l'homme sur la Lune. Ce que nous avons réussi, personne n'avait encore jamais pu le faire. Et personne ne l'a refait depuis. On en a retiré la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose d'unique. Si ce voyage dans la Lune a été un succès, c'est aussi grâce au concours de nombreux scientifiques allemands. Pendant plusieurs années, quelques 120 ingénieurs ont travaillé autour de Werner von Braun et plus d'une trentaine de spécialistes de médecine spatiale, sous la direction de Hubertus Strugold. Ces hommes ont été célébrés en héros durant la guerre froide pour avoir aidé les États-Unis à remporter la conquête de l'espace face à l'Union soviétique. Un triomphe spectaculaire qui a longtemps éclipsé les zones d'ombre de leur passé. Huntsville, dans l'Alabama. L'emblème de cette ville du sud des États-Unis est le US Space and Rocket Center, où sont exposées les fusées qui ont jalonné l'histoire de la navigation spatiale. Les ingénieurs allemands ont non seulement aidé à concevoir la fusée Saturne V, mais aussi l'équipement qui a permis aux astronautes de sortir dans l'espace. La contribution allemande au programme spatial américain a donné de fabuleux résultats. Ils avaient plusieurs années d'avance sur nous. Je ne dis pas qu'on n'y serait pas arrivé sans le concours des Allemands, mais il nous aurait fallu au moins 10 ans de plus. La fusée Saturne est le chef-d'œuvre d'Arthur Rudolph. Cet homme, originaire de Thuringe, a dirigé un programme qui a nécessité la participation de milliers d'ingénieurs et d'un grand nombre d'entreprises de sous-traitance. C'était un meneur d'hommes plein de ressources, mais aussi un chef intraitable. Il ne pensait qu'au travail et ne se souciait pas du temps passé. Les gens travaillaient 10, 12, 15 heures par jour. On raconte même qu'il lui est arrivé de refuser que ses collaborateurs s'absentent un moment pour aller aux toilettes. Son travail a été salué par de multiples récompenses, parmi lesquelles la plus haute distinction de la NASA, la Distinguished Service Medal. Mais en 1983, il est rattrapé par son passé. Dans l'Allemagne nazie, Rudolph a participé à la mise au point d'une des armes les plus dévastatrices de la Deuxième Guerre, les fameux missiles V2. Après la guerre, convoitant le savoir-faire développé par les scientifiques allemands, les Américains montent l'opération secrète Paperclip pour les exfiltrer aux États-Unis, sans tenir compte de renseignements indiquant que des nazis et des criminels de guerre figurent parmi eux. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années avant qu'une unité du ministère de la Justice américain enquête sur les membres de ce groupe. Ils sont soupçonnés de crimes contre l'humanité. Ce qui me gêne le plus est l'absence totale de sens moral dans cette opération. On a voulu mettre ces hommes au service des États-Unis sans chercher à savoir si certains avaient auparavant été impliqués dans des activités criminelles. Pour comprendre l'intérêt que l'armée américaine porte aux scientifiques du régime nazi, il faut remonter un peu dans le temps. Au début du XXe siècle, des ateliers de recherche expérimentent en Allemagne une nouvelle technique de propulsion, la fusée. Des amateurs passionnés se regroupent à Berlin au sein de la Société d'astronautique. Arthur Rudolph, tout jeune ingénieur fasciné par les fusées, y fait la connaissance d'un aristocrate qui rêve depuis l'enfance d'aller un jour sur la Lune
Werner von Braun. En 1932, la direction des armements de l'armée leur propose de financer leurs recherches. Rudolf et von Braun acceptent. Quand Hitler accède au pouvoir, le réarmement de l'Allemagne est une priorité absolue. Sous la direction de Werner von Braun, une base secrète est créée au bord de la Baltique, à Peenemünde. Elle devient le plus vaste site de fabrication d'armes de l'époque. Il ne reste aujourd'hui que des ruines. La centrale électrique est le seul bâtiment conservé. Elle abrite aujourd'hui un musée. À partir de 1936, des millions de Reichsmark sont investis dans un grand centre de recherche et d'essai qui est construit en un temps record. Werner von Braun recrute les meilleurs ingénieurs de tout le pays. Beaucoup le suivront pendant plus de 30 ans, jusqu'à l'expédition sur la Lune. Dorette Schlitt a 20 ans quand elle devient la secrétaire de von Braun. Il charmait tout le monde. Il avait un tel enthousiasme, un tel charisme. C'était un véritable génie. Et en plus de tout, il était fabuleusement beau. À Peenemünde, Arthur Rudolf est chargé de l'installation des équipements techniques. La Luftwaffe livre sans broncher tout ce qu'il commande. Pour cet ingénieur, Peenemünde est un paradis. Arthur Rudolf était un homme très sympathique. Il avait une mentalité de père de famille. Et Werner aimait beaucoup travailler avec lui. C'était un travailleur acharné et il était très compétent. Son domaine était l'assemblage. En 1939, l'invasion de la Pologne marque le début de la guerre. La pression s'accroît sur Peenemünde. Les techniques nouvelles sont complexes et difficiles à maîtriser. Pendant plusieurs années, les missiles volants ne sont pas fiables. Bien au contraire. À chaque fois que des gens venaient de Berlin, Werner essuyait un échec. Il détestait ces visites. À chaque fois, il disait « Et voilà, ça n'a pas encore marché aujourd'hui ». Les autres pensaient qu'il sabotait les essais, que tout ce qu'il voulait, c'est aller sur la Lune. Beaucoup d'ingénieurs sont effectivement passionnés par la navigation spatiale. L'armée, elle, n'a que faire de voyager dans l'espace. Tout ce qui lui importe est que les ateliers de Peenemünde mettent au point des missiles qui lui permettront de bombarder Londres, Paris ou même New York. Après la guerre est née la légende qu'à Peenemünde, tout le monde était passionné d'astronautique. En réalité, la plupart des ingénieurs ne songeaient pas à aller dans la Lune. Ils étaient là pour fabriquer les armes du Troisième Reich et ça leur convenait parfaitement. L'ancienne zone de lancement des missiles se situe aujourd'hui dans un périmètre interdit. C'est ici que le 3 octobre 1942 a eu lieu un essai qui est entré dans l'histoire. L'agrégate 4, le futur missile V2, mesure près de 14 mètres de long et pèse plus de 13 tonnes. Je devais rester tout le temps à côté de Werner avec mon bloc sténo à la main. Et pendant les tirs d'essai, j'étais chargée de noter tout ce qu'il disait sur le déroulement de l'opération. La fusée monte à près de 85 km d'altitude. Pour beaucoup, ce jour marque le début de l'aventure spatiale. L'essai a réussi. Et ça a été un incroyable débordement de joie. Après avoir assisté à la projection d'un film retraçant cet essai, Hitler exige que soient fabriqués dans les plus brefs délais des milliers de ces missiles. Les ingénieurs de Peenemünde sont des chercheurs de très haut niveau qui, au service d'Hitler, révolutionnent la technique des armements. Ils mettent au point des blindés toujours plus résistants.
des sous-marins toujours plus rapides et les premiers modèles d'avions à réaction du monde. Pour étudier les effets de la vitesse et de l'altitude sur les pilotes, apparaît alors une nouvelle discipline, la médecine spatiale. Hubertus Strugold est spécialiste dans ce domaine. En 1935, il est nommé directeur du nouvel institut de recherche en médecine spatiale créé à Berlin au ministère de l'Aviation du Reich. Son but est entre autres de préserver la vie des pilotes confrontés à des situations extrêmes. La médecine spatiale et la navigation aérienne en général se préoccupaient beaucoup du manque d'oxygène et de l'accélération, et bien évidemment de l'impact qu'il pouvait avoir sur l'organisme. Et on cherchait aussi à déterminer où se situait la limite critique susceptible de causer la mort. Au début des années 1940, Peenemünde manque de main-d'œuvre pour la production de masse des V2. Les ouvriers sont sur le front. On opte alors pour une mesure déjà largement répandue dans l'industrie allemande. La direction des armements suggère de recourir aux travailleurs forcés des camps de concentration. En avril 1943, Rudolf part visiter les usines d'aéronautique Heinkel à Oranienburg, au nord de Berlin, qui employaient les prisonniers du camp de Sachsenhausen. À son retour, il rédige une note où il préconise de faire la même chose à Peenemünde. Nous savons donc qu'il est responsable de l'intégration de détenus dans les ateliers de fabrication de Peenemünde. Un camp de concentration est implanté à l'ouest de Peenemünde. La propagande nazie proclame que ces camps sont des centres de détention et de travail pour les opposants au régime et les éléments asociaux. Dès 1939, Londres intercepte des messages à propos de cette usine. Mais elle ne prend pas au sérieux l'annonce d'une nouvelle arme secrète. C'est seulement le 17 août 1943 que les bombardiers de la Royal Air Force prennent Peenemünde pour cible. Dans la villa d'Arthur Rudolf, seul le mur de la cuisine s'effondre. La famille en sort indemne. L'attaque fera néanmoins près de 700 victimes. Ce sont pour la plupart les travailleurs forcés qui étaient enfermés et n'ont pu se mettre à l'abri. Le camp de Trassenheide a été très touché. Ceux qui étaient à l'intérieur et qui travaillaient pour nous ont voulu sortir, mais le camp était entouré de barbelés et ils n'ont pas pu s'enfuir. Les corps déchiquetés étaient accrochés à la clôture. Ça a été un horrible carnage. Peu après l'attaque aérienne, ordre est donné de transférer le site. Die Absicht der Feinde, durch planmäßigen und massierten Bombenwurf die deutsche Rüstung zu zerschlagen, ist gescheitert. Rechtzeitig und mit deutscher Gründlichkeit wurden kriegsentscheidende Fertigungen unter die Erde verlagert. Les ateliers de fabrication sont installés dans une mine en Thuringe, non loin de Nordhausen. Les kilomètres de galeries creusées dans le massif calcaire du Kornstein abriteront désormais la société Mittelwerk. Arthur Rudolf prend en charge sa direction technique. Là encore, des prisonniers sont réquisitionnés à Buchenwald et au camp de Dora, spécialement aménagé sur place. Les conditions de travail étaient catastrophiques. Les détenus souffraient du froid. Ils étaient couverts de poussière à cause du dynamitage dans les galeries de mines. Les épidémies de typhoïde et de dysenterie faisaient des ravages. À la fin de l'année 1943 et durant l'hiver qui a suivi, nombre de prisonniers sont morts. C'était l'enfer sur Terre. Des dessins réalisés par les détenus illustrent la brutalité de leur quotidien à la Mittelwerk. Albert Speer, le ministre de l'Armement, est confronté à ces conditions lors d'une visite de l'usine. Albert Speer décrit dans son journal que les conditions étaient tellement effroyables que certains de ces hommes ont dû prendre un congé pour se remettre.
Ces nazis endurcis avaient été tellement choqués qu'il a fallu les envoyer se reposer. La propagande nazie commande une série de photos couleurs sur l'usine. L'objectif est de montrer que le travail forcé et la technologie moderne font bon ménage. La réalité est bien différente. Un détenu français a affirmé que Zeidenstucker, l'adjoint de Rudolf, frappait les prisonniers. Et on a beaucoup d'autres témoignages disant que des chefs d'équipe et des contremaîtres s'en prenaient directement aux détenus. Si Rudolf ne les maltraitait pas personnellement, il était responsable des gens qui le faisaient. Sur environ 60 000 détenus réquisitionnés, plus de 20 000 n'ont pas survécu. Le but des nazis était d'anéantir ces hommes par le travail. Leurs cadavres ont d'abord été brûlés à Buchenwald et par la suite directement dans le camp. Pour maintenir le niveau de production, il faut envoyer de nouvelles demandes de prisonniers. Celle-ci porte la signature de Werner von Braun. Interrogé bien des années plus tard, il reconnaîtra que les conditions de travail étaient alors particulièrement terribles. Mais il ne mentionnera pas avoir lui-même réclamé davantage de main-d'œuvre. Il a fait un pacte avec le Troisième Reich en acceptant de travailler pour l'armée. Une fois qu'Hitler a été au pouvoir, le piège s'est refermé et à la Mittelwerk, il a vu ce qu'il en coûtait de pactiser avec le diable. Pendant des décennies, ces horreurs ont été maintenues secrètes. Plus tard, Hubertus Strugold et ses collègues de la médecine spatiale rejetteront eux aussi la responsabilité de certaines expériences menées dans le cadre de leurs recherches. Les avions montaient désormais à 18 000 mètres de haut et il importait de savoir si les pilotes pourraient encore s'éjecter à pareille altitude. Si un avion était touché par un tir, cela produisait une dépressurisation. Et il était très important de savoir combien de temps les pilotes resteraient conscients et s'ils seraient capables de réagir et de se servir du parachute. Pour cela, une série d'expériences atroces ont été perpétrées sur des prisonniers du camp de concentration de Dachau. Le médecin du camp, le docteur Zygmunt Rascher, avait demandé à Heinrich Himmler, chef de la SS, l'autorisation de mener des tests sur les détenus. Les prisonniers sont maintenus dans une pièce dépressurisée simulant les conditions atmosphériques à 12 km d'altitude. Le premier meurt au bout d'une demi-heure. Après quelques 200 expériences, les médecins constatent qu'il est impossible de voler à cette altitude sans cabine pressurisée, combinaison et oxygène. Au cours de ces essais, au moins 70 détenus sont sacrifiés. À Dachau, les médecins pratiquent aussi des essais d'hypothermie. Les prisonniers sont plongés pendant des heures dans l'eau glacée. Il s'agit cette fois d'étudier les chances de survie des pilotes qui tomberaient par exemple dans la mer du Nord. Ces essais font également au moins 80 victimes. On peut se dire qu'un tel comportement est lié à certaines circonstances qui le rendent possible. On peut arguer de la situation de guerre, de la déshumanisation créée par le cadre de la recherche, du fait que les personnes qui servaient de cobayes étaient considérées comme inférieures. Mais il reste toujours un seuil où l'incompréhension demeure. Comment se fait-il dans une situation concrète qu'on puisse en arriver à ne plus considérer une personne comme un être humain ? En octobre 1942, à Nuremberg, Hubertus Strugold participe à un congrès consacré au sauvetage des pilotes abîmés en mer. À l'hôtel Deutscher Hof sont exposés les résultats des expériences menées sur des êtres humains à Dachau. Strugold est donc bien au courant. Après la présentation des résultats obtenus à Dachau, Strugold précise, c'est inscrit dans le compte-rendu, que ceux qui ont mené ces expériences auraient dû se renseigner sur la température réelle de l'eau dans laquelle les pilotes risquaient de tomber. Je comprends cette remarque comme une invitation à recommencer les essais avec des températures précises.
Mais nous n'avons aucune preuve que ces expériences ont effectivement été reprises. En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Hitler espère que les V2 feront un miracle et permettront au Troisième Reich de sauver une situation de plus en plus compromise. Il fait tirer des milliers de missiles, principalement sur Anvers et Londres. Les V2 tuent plus de 8000 personnes. Mais les Alliés poursuivent leur avancée dans l'Allemagne hitlérienne. Et les futurs vainqueurs se positionnent désormais au mieux pour pouvoir s'emparer du potentiel scientifique allemand. Des unités spéciales sont chargées de récupérer un maximum de matériel dans les laboratoires secrets et de capturer si possible vivants les scientifiques qui y travaillent. Les chercheurs de Peenemünde connaissent la valeur qu'ils représentent pour les Alliés et ils ont préservé des documents comme monnaie d'échange. Une division américaine parvient finalement à mettre la main sur Werner von Braun et ses collaborateurs. Ils avaient pris soin de se munir de documents qui leur permettraient de négocier avec les Alliés. Ils pouvaient donc offrir leurs compétences, mais aussi une somme de connaissances. Les prisonniers de guerre, eux, n'étaient pas si bien nourris. Dans un premier temps, les chercheurs sont néanmoins internés et interrogés dans un camp à Garmisch-Partenkirchen. Arthur Rudolph se souvient. L'homme qui devait m'interroger a dit « Cette fois, nous sommes revenus ». Et j'en ai conclu qu'il devait être juif. Mais je n'ai pas baissé la tête. J'ai répondu « Le vainqueur a toujours raison. C'est à lui d'écrire l'histoire ». Une partie de ces interrogatoires longtemps classés secrets se trouvent aux archives nationales à Washington. Arthur Rudolph fait très mauvaise impression à son interrogateur qui note « Nazi à 100%, individu dangereux, menace pour la sécurité. Je recommande l'internement. » Rudolph apparaît comme un nazi de la première heure. Il entre au parti en 1931, devient membre de la SA jusqu'à son incorporation dans l'armée en tant qu'ingénieur, et il semble être resté fidèle jusqu'au bout au Troisième Reich. Walter Dornberger, chef militaire du projet V2, est également considéré comme un fervent nazi. Et là encore, l'interrogateur recommande l'internement. Herbert Axter, chef d'état-major de Dornberger, est décrit comme un soutien notoire du régime nazi dont il a tiré profit. On sait alors que Kurt Debus, responsable des bancs d'essai pour les missiles, était membre de la SS. Plus tard, il s'avérera aussi que le futur directeur de Cap Canaveral avait également dénoncé un collègue à la Gestapo. Si le président Truman approuve l'opération Paperclip, il demande expressément qu'on ne ramène en Amérique aucun nazi ni aucun criminel de guerre. Mais les militaires sont persuadés que les enjeux scientifiques l'emportent sur la responsabilité individuelle de chacun. Pour parvenir à ses fins, l'armée est prête à tout. J'ai vu des rapports où la mention nazi convaincu était devenue n'était pas un nazi convaincu. Ces dossiers ont été modifiés sans qu'aucun renseignement nouveau n'ait été apporté. Ainsi, dans le dossier d'Arthur Rudolph, on peut lire désormais que l'intéressé n'est pas un fervent nazi et qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité des États-Unis. En juillet 1945, les puissances alliées se réunissent à Potsdam. L'Allemagne est partagée en plusieurs zones d'occupation. Nordhausen et la Mittelwerk se trouvent dans la future zone soviétique. Les scientifiques allemands posent alors des conditions très claires aux Américains. Arthur Rudolph se souvient. En apprenant que la Thuringe allait revenir aux Soviétiques, nous avons décidé d'un commun accord que nous ne partirions pas en Amérique si les Américains ne mettaient pas nos familles à l'abri face à l'avancée des Soviétiques. Les Américains envoient des camions pour évacuer les familles vers les secteurs ouest. Enfreignant les accords passés avec les Soviétiques, ils en profitent pour ramener les éléments nécessaires à la fabrication d'une centaine de missiles V2.
Ce matériel est envoyé sur le site d'expérimentation de White Sands, dans le Nouveau-Mexique. Les premiers scientifiques arrivent peu après. Ils sont plus d'une centaine. Parmi eux, d'anciens membres du NSDAP comme Kurt Debus, Herbert Axter ou Arthur Rudolph. Et l'on n'ébruite pas que Werner von Braun était officier dans la SS. Cependant, tous les membres du groupe ne sont pas d'anciens nazis. De même que ces hommes n'étaient pas tous des passionnés d'aéronautique, ils n'étaient pas non plus tous des criminels de guerre. Ce groupe était composé d'individus différents et chacun avait eu des responsabilités et des positions différentes vis-à-vis du régime nazi. Beaucoup étaient vraiment des scientifiques ou des techniciens qui n'avaient fait que leur travail. Et ce n'est parfois que le hasard ou un domaine de compétences particulier qui les avait conduits à la Mittelwerk. Dans le cadre de l'opération Paperclip, plus de 1500 Allemands obtiennent l'autorisation de venir travailler aux États-Unis pour l'armée ou pour la CIA. Les Américains cherchent également à recruter Hubertus Strugold. Bien que les expériences menées à Dachau soient connues, Strugold et ses collègues poursuivent à Heidelberg leurs recherches en médecine spatiale, cette fois pour l'aviation américaine. En 1946, il est prévu de transférer tout le groupe aux États-Unis. C'est alors que plusieurs de ces médecins sont arrêtés. Strugold, lui, n'est pas inquiété. Pourquoi? L'armée n'a pas envie qu'il lui échappe. Actuellement encore, certaines pièces de son dossier demeurent inaccessibles. Les collègues de Strugold comparaissent au procès des médecins qui se tient à Nuremberg. Mais il ne reste aucun survivant pour témoigner des faits. Et les accusés prétendent que seul le docteur Rascher à Dachau a mené des expériences sur des êtres humains. Or, il a été exécuté par les SS juste avant que la guerre soit finie. Le tribunal ne pourra pas prouver l'inverse. La voie vers l'Amérique est libre. Le fait que Rascher soit mort leur a permis de rejeter toute la faute sur lui et de construire une sorte de mystification. Cela revenait à affirmer que dans le domaine médical, les crimes avaient été commis par un petit nombre de coupables à tendance pathologique, alors que la majorité des médecins allemands avaient respecté les principes éthiques, qu'ils étaient restés fidèles au serment d'Hippocrate et qu'ils n'étaient pas ou très peu impliqués dans ces expériences. Sous la direction de Strugold, une trentaine de chercheurs passent contrat avec les Américains et embarquent pour les États-Unis. Ils travaillent à la nouvelle école de médecine spatiale de la base aérienne Randolph à San Antonio, au Texas. Strugold y développe un programme de recherche qui traite des questions médicales liées aux expéditions spatiales. Le phénomène d'apesanteur était encore inconnu. Jusque-là, on n'avait jamais étudié comment l'homme réagirait à l'absence de pesanteur. Pendant la Deuxième Guerre, on avait réussi à voler à très haute altitude, mais pas au-delà. C'était un champ nouveau qui s'offrait à la science, et ils ont mené là un travail de pionnier. Un an après la fin de la guerre, on procède à nouveau à des essais de missiles V2, cette fois à White Sands. Les contrats des Allemands sont prolongés. En pleine guerre froide, les Américains ne veulent surtout pas voir les ingénieurs passer au service des Russes. En 1946, les femmes et les enfants arrivent d'Allemagne. Les familles sont alors installées à Fort Bliss, une caserne proche de la zone de test. Parmi elles, figure aussi Dorette Schlitt. En tant qu'épouse de l'ingénieur Rudolf Schlitt, elle est invitée à le rejoindre aux États-Unis. Nous avions un appartement à Fort Bliss. Nous étions logés dans les locaux d'un ancien hôpital militaire, des bâtiments tout en longueur. Les Américains avaient aménagé 4 appartements dans chacun d'eux, avec une cuisine, une salle à manger, un salon et 2 chambres. C'était fabuleux. Et puis, ça m'a enfin permis de rencontrer les femmes des ingénieurs. Parce qu'à Peenemünde, je ne connaissais que les hommes.
Du coup, c'était très intéressant et très agréable. Début 1947, aux États-Unis, l'opération Paperclip, site au rang du public, suscite de violentes réactions contre l'embauche de ces scientifiques allemands. Dans une lettre adressée à la Maison-Blanche, des personnalités de premier plan, parmi lesquelles Albert Einstein, s'élèvent avec véhémence contre le permis de séjour accordé aux chercheurs nazis et à leurs familles. Les années 1947-48 ont été marquées par une vague de protestations contre les chercheurs allemands. Elle n'était pas dirigée contre von Braun personnellement, mais plutôt contre le principe de l'opération. De nombreuses associations juives, des mouvements de gauche et des représentants de nationalités qui avaient souffert du Troisième Reich n'étaient pas d'accord pour que ces anciens nazis puissent vivre aux États-Unis. Les premières affaires éclatent au grand jour, comme celle d'Herbert Axter et de son épouse, qui ont maltraité dans leur ferme des travailleurs forcés. Le couple est renvoyé en Allemagne. Werner von Braun a la chance que son appartenance à la SS ne soit pas connue à cette époque. Ses liens avec la Mittelwerk ne sont pas non plus dévoilés, alors même que l'armée américaine organise en 1947 un procès contre les crimes de guerre commis à Nordhausen. Des images prises par les troupes américaines témoignent de ces horreurs. Pour les SS, les détenus n'étaient que du matériel humain qu'on pouvait exploiter jusqu'à la mort, éliminer et remplacer. Mais seuls d'anciens gardiens et capots qui s'étaient montrés spécialement violents envers les prisonniers seront condamnés. L'un d'eux sera même exécuté. À l'issue du procès de Nordhausen, les dossiers de la Mittelwerk et du camp de concentration de Dora seront enterrés pendant plus de 20 ans. C'est la guerre froide qui a mis un terme à la polémique. Avec le renforcement de l'hostilité Est-Ouest et de l'hystérie anticommuniste, il est devenu difficile d'aborder ces sujets. On utilisait les Allemands pour lutter contre les Soviétiques. Alors les critiques ont peu à peu laissé la place au silence. Les tensions entre les deux superpuissances s'intensifient. Le monde est prêt de basculer dans un conflit nucléaire. Les Allemands sont alors censés aider les Américains à sauvegarder le monde libre face au communisme. En 1957, la concurrence entre les deux blocs se joue également dans l'espace. Avec Spoutnik, les Soviétiques placent le premier satellite artificiel en orbite et font la preuve de leur supériorité. Ça a été un choc terrible et une humiliation. D'un point de vue militaire, il était très inquiétant de savoir que les Russes étaient en mesure de faire tourner un engin en orbite au-dessus de nos têtes. Surtout qu'on avait beau se démener, on n'était pas capable de faire pareil. Pressés par le temps, les Américains décident de recourir à un lanceur qui n'est pas encore tout à fait au point. Le Vanguard explose avant même d'avoir pu décoller. Cet échec est la grande chance de Werner von Braun, Arthur Rudolph et l'équipe de Peenemünde. Ils construisent alors une fusée qui permet, le 1er février 1958, de lancer et de mettre en orbite le premier satellite américain, Explorer. Les Allemands sont fêtés en héros. La conquête de l'espace ne fait que commencer. Afin de rivaliser avec la Russie, les États-Unis créent une énorme agence pour piloter leur programme spatial, la NASA. À sa direction, on retrouve Werner von Braun, assisté d'Arthur Rudolph, Kurt Debus et d'autres collègues de Peenemünde et Nordhausen. Le gros de l'équipe allemande est transféré de l'armée à la NASA, pratiquement sans aucun changement. Les responsables qui s'occupaient de la propulsion, du guidage ou de l'aérodynamique modifient à peine l'intitulé de leur poste et conservent à peu près la même place.
Les Soviétiques remportent une nouvelle manche en envoyant le premier homme dans l'espace. Youri Gagarin fait le tour de la Terre en avril 1961 et pose un important jalon dans la conquête de l'espace. Ce nouveau succès soviétique constitue une sévère défaite pour les Américains et leur président, John Fitzgerald Kennedy. Mais les Américains ne s'avouent pas vaincus. Ils sont résolus à prendre leur revanche. Kennedy est pressé, mais Wernher von Braun sait parler aux puissants de ce monde et les enthousiasmer pour ses projets. C'était un opportuniste. Il savait très bien s'adapter à chaque contexte. Autrefois, il avait serré la main de Himmler, Göring, Goebbels et Hitler. Ensuite, ça a été les présidents américains d'Eisenhower jusqu'à Nixon. Il avait le don de s'affranchir du passé et de constamment se réinventer. En mai 1961, Kennedy prononce un discours qui laisse pantois les ingénieurs les plus téméraires. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. On peut dire qu'il nous a laissés sans voix. Wernher von Braun n'en revenait pas de sa chance. Mais tous ceux qui travaillaient sur le projet se demandaient comment on allait faire. Ce que je me suis dit en premier lieu, c'est que ça allait coûter beaucoup de vies humaines. Pour cette expédition dans la Lune, les ingénieurs élaborent une structure à plusieurs niveaux. Saturne V est l'une des fusées les plus imposantes et les plus puissantes qui ait jamais été construite. C'est Arthur Rudolph qui dirige le programme. Comme les autres Allemands, les Rudolph ont obtenu la nationalité américaine en 1954 et ont été transférés de White Sands à Huntsville dans l'Alabama. Plusieurs familles s'installent sur une hauteur à l'extérieur de la ville. Les Rudolph achètent une maison sur Panorama Drive. Après avoir séjourné dans le désert, tout le monde était ravi de retrouver la verdure et un paysage vallonné. On trouvait que ça ressemblait à la Thuringe, à nos régions d'origine. On avait l'impression de rentrer chez nous. Les gens étaient très enthousiastes. Mais les 120 ingénieurs et leurs familles sont assez mal acceptés par les habitants de la petite ville. Les Allemands étaient souvent pris à partie. Nous n'étions pas pareils physiquement, nous ne nous habillions pas de la même façon. Dans les magasins, les commerçants ne nous servaient pas, ou alors, pire encore à leurs yeux, ils servaient un noir avant nous. Nous nous sommes rendus compte que ces gens n'avaient pas envie qu'on soit là. Mon père, lui, était aux anges. Il avait son travail, on était entre Allemands, on parlait allemand, il s'y sentait très bien. Son travail, c'était sa passion. Huntsville devient la ville des missiles. Arthur Rudolph est nommé directeur technique pour concevoir les missiles de moyenne portée à ogive nucléaire Redstone et Pershing, qui seront plus tard stationnés en Allemagne. Puis suivra l'aventure des fusées Saturn. La plus ancienne université de Floride décerne à Arthur Rudolph le titre de docteur honoris causa et l'armée la plus haute distinction attribuée à des civils. Ses liens avec le régime nazi sont alors un secret bien gardé. Hubertus Strugold fait lui aussi carrière aux États-Unis. Il fonde le premier institut de médecine spatiale du monde et y enseigne. La vocation de cet institut est d'étudier les limites de la vie humaine dans l'espace. Dès le début des années 1950, Strugold a l'idée d'expérimenter en laboratoire
un prototype de capsule spatiale. Beaucoup de personnes le décrivent aujourd'hui comme un grand visionnaire. Sans cette capsule, on n'aurait pas pu savoir comment le corps humain réagirait, ni comment on allait pouvoir gérer cette longue période d'isolement. Sans cette série de simulations, l'expérience lunaire n'aurait sans doute jamais pu avoir lieu. Un homme est enfermé pendant 7 jours dans un système clos afin de simuler le voyage dans la Lune. Ce test prend en compte jusqu'à la récupération de l'eau des fluides corporels. Ces essais de confinement marquent un tournant dans la recherche biomédicale en vue de la navigation spatiale habitée. Le futur président Lyndon Johnson vient en personne féliciter la réussite de cette expérience. À Huntsville, le montage de Saturn V révèle sans cesse de nouveaux défauts. Arthur Rudolph se souvient. Je leur avais dit de marquer d'un trait rouge tous les problèmes en suspens, même les plus minimes. Quand je suis retourné dans la salle, j'ai failli tomber à la renverse. Le tableau était couvert d'un océan de traits rouges. Il travaillait de façon ininterrompue. Il n'avait aucune notion de l'heure. S'il fallait résoudre un problème, il pouvait travailler dessus de 8 heures du matin jusqu'à minuit. La première mise à feu de Saturne doit avoir lieu le 9 novembre 1967. Au moment de l'allumage des moteurs, le temps que la poussée soit suffisante, d'énormes pinces maintiennent la fusée au sol pendant 3 secondes. Un procédé élaboré par Georg von Tiesenhausen. On lui a confié la mission de trouver un système de pinces capable de maintenir la fusée au sol avant le décollage, le temps que les 5 moteurs atteignent leur pleine puissance. Alors, il a pensé à une bouteille de bière et a repris le principe du bouchon mécanique. Quand on tire un levier, les mâchoires s'écartent tout en même temps. On a trouvé que cette fusée mettait un temps fou à décoller, comme si ça n'allait pas marcher. Et ça a été un très grand soulagement de la voir s'envoler. Après avoir réalisé plusieurs vols habités dans l'espace, la NASA acquiert la certitude qu'il est désormais possible d'y envisager un séjour plus long. En 1968, Hubertus Strugolt, le père de la médecine spatiale, prend sa retraite. Mais il sera naturellement invité à assister au décollage d'Apollo 11. Cap Canaveral le 16 juillet 1969. Près de 400 000 scientifiques, techniciens et ingénieurs ont travaillé en vue de ce jour. Sur la côte de Floride, 1 million de personnes sont massées pour voir décoller Apollo 11. L'ancien président Lyndon Johnson et son épouse Lady Bird étaient assis devant nous. Ils se sont retournés pour nous serrer la main et se présenter. Je suis Lady Bird, je suis Johnson. Et puis ça a commencé. Les astronautes Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins montent à bord. À 9h32 heure locale, Saturne s'élève dans le ciel. La plus grande aventure du XXe siècle est retransmise en direct dans les foyers du monde entier. Nous avons vécu ces instants en écoutant les commentaires de mon père. Et puis, Neil Armstrong est sorti, et là, il y a eu un silence de mort. Mon père fixait l'écran et semblait dire « Incroyable, ça marche, ça s'est vraiment passé, il y a quelqu'un sur la Lune, c'est inouï ». Neil Armstrong prononce alors sa célèbre phrase « Les Américains ont gagné. Cette fois, les Russes sont battus. » Entre 1969 et 1972, 12 astronautes américains atterrissent sur la Lune. Depuis, ni l'Union soviétique ni aucun autre pays du monde n'a plus organisé de mission habitée sur la Lune.
Peu de temps après, la NASA fait comprendre aux Allemands qu'elle n'a plus besoin d'eux. Certains sont affectés ailleurs, d'autres sont mis à la retraite. Rares sont ceux qui, comme Georg von Tiesenhausen, travailleront jusqu'à un âge très avancé sur les projets de navettes spatiales. Les Allemands ont été lentement poussés vers la sortie. Jusque-là, ils avaient occupé beaucoup de postes de direction, mais ça ne plaisait pas aux Américains. Alors les Allemands ont dû partir. Arthur Rudolph passe sa retraite chez sa fille, près de San Diego. En 1982, il se remet d'une crise cardiaque lorsqu'il reçoit un courrier de Washington. Un bureau spécial chargé de pister les crimes de guerre nazis pour le ministère de la Justice américain lui demande des détails sur la période où il travaillait pour la Mittelwerk. On lui reproche d'avoir pris part aux sévices infligés aux travailleurs forcés, en particulier aux détenus du camp de concentration de Dora-Nordhausen. Il est interrogé pendant 2 jours à ce sujet. Je connais la critique qui consiste à dire qu'avant de lancer cette procédure contre Rudolph, on a attendu de ne plus avoir besoin de lui pour notre programme spatial ou militaire. Il était retraité. Mais ce n'est pas le point de vue du ministère de la Justice. Et je me suis souvent demandé ce qui serait arrivé si on avait sorti ce dossier non pas en 1983, mais en 1965, au plus fort de la conquête de l'espace. Et je ne suis pas sûr qu'on nous aurait laissé faire. Rudolph proteste de son innocence, mais craint de ne pouvoir supporter un procès du fait de son état de santé. Il signe un accord dans lequel il renonce à la nationalité américaine et s'engage à quitter le pays. Il échappe ainsi à toute poursuite de la part des autorités américaines. Ses anciens collègues de Huntsville l'apprennent une fois que le couple Rudolph est déjà parti. Tous les autres qui avaient eux aussi travaillé à Mittelwerk ont eu peur de se retrouver à leur tour sur la sellette. Ils pensaient être les suivants sur la liste. En effet, le bureau spécial du ministère de la Justice a d'autres Allemands dans son collimateur. Certains ont fait l'objet d'une enquête, mais aucune n'a pu aboutir. Nous ne pouvions pas rassembler suffisamment de preuves parce que tous ces gens ont refusé de collaborer. Ils ne voulaient pas commettre la même erreur qu'Arthur Rudolph. Ça leur avait servi de leçon. Le bureau des enquêtes spéciales s'intéresse également à Hubertus Strugolt. À cette date, les enquêteurs ignorent encore qu'en 1942, le médecin a autorisé des expériences sur des enfants atteints d'épilepsie. Si nous avions eu ces informations du vivant de Strugolt, je pense que les choses se seraient passées autrement. On aurait sans doute engagé des poursuites contre lui. Hubertus Strugolt meurt à San Antonio, au Texas, en 1986, à l'âge de 88 ans. À la suite de la polémique sur son rôle sous le Troisième Reich, les prix qui portaient son nom ont été débaptisés. Et la Strugolt Aeromedical Library, une bibliothèque spécialisée, a elle aussi changé de nom. On ne peut pas prouver qu'il a lui-même commis des actes criminels. Mais je crois que la question de la culpabilité ne se pose plus en termes juridiques. Les scientifiques devraient avoir aujourd'hui à répondre d'une responsabilité éthique. Et c'est une question qui reste tout à fait d'actualité. En mars 1984, Arthur Rudolph quitte les États-Unis avec son épouse à destination de Hambourg. Cet Américain qui avait été comblé d'honneur est désormais persona non grata. En Allemagne aussi, une enquête est ouverte contre lui pour complicité de meurtre. Mais la procédure est close après l'audition d'une série de témoins. Arthur Rudolph recouvre alors la nationalité allemande.
Il était très décevant que les autorités allemandes décident d'abandonner l'enquête. Je ne connais pas les circonstances exactes, mais j'ai l'impression que si Rudolf était encore vivant et en bonne santé aujourd'hui, la décision ne serait plus la même. Rudolf passera le reste de sa vie à tenter de récupérer la nationalité américaine. En vain. Il meurt à Hambourg en 1996. L'histoire des Allemands a deux aspects. D'un côté, ils ont joué un rôle important dans l'expédition sur la Lune, mais de l'autre, ils ont participé à l'exploitation et l'assassinat des prisonniers des camps, et ils ont fourni des armes au Troisième Reich pour ces guerres. En 1969, tout le monde ignore cette histoire. Dans le monde entier, le voyage des premiers hommes sur la Lune suscite un immense enthousiasme. Cette entreprise restera comme l'une des aventures les plus extraordinaires de tous les temps.